Nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il a peut-être péché par excès d'humilité et de modestie, comme beaucoup d'hommes qui devraient marquer la mémoire de notre histoire et de notre pays. C'est après sa disparition qu'on mesure effectivement à quel point peut-être sa fin de vie, nous n'avons pas su, nous, les plus proches de ses élèves, l'accompagner suffisamment et briser la glace et la réserve qu'il semblait nous imposer. Ce sera, en tout cas pour moi, un regret. Je disais patron parce qu'il a eu, bien sûr, cette place première dans la spécialité, mais aussi cette connotation de proximité, un terme un peu familier, que nous nous autorisons maintenant à proclamer du fait de son absence. Le parcours remarquable qu'il faut évoquer, or non seulement c'est le fondateur de l'endocrinologie dans notre pays après l'indépendance, mais il a aussi, comme l'a dit Mourad, largement, son autorité et sa notoriété a largement dépassé nos frontières. Il a eu une place sur le plan international. La communication du docteur, la première de la matinée, et c'est symbolique, a bien montré que même après sa retraite, il a continué à exercer des responsabilités dans cette instance internationale de la carentiodée et des troubles de la carentiodée. Là, en particulier, travaillé beaucoup avec des auteurs belges de l'Ange qui ont été cités. Et donc, sa contribution à la régression, comme toutes les communications de la matinée ont bien montré, avant la supplémentation du sel iodé et après. Même si il y a maintenant une étape à franchir, c'est la vérification rigoureuse et scientifique des modifications qu'a introduit la supplémentation iodée. J'avais préparé un papier, mais je vais m'en éloigner, parce que, comme je l'ai dit aussi ce matin, Mourad l'a repris, comme par hasard, est-ce que c'est pas aussi un clin d'œil du destin, selon les croyances de chacun? Nous sommes à la veille du 60e anniversaire du 1er novembre. Et comme par hasard, dans son berceau familial, nous évoquons la mémoire de quelqu'un qui, avec beaucoup d'autres, ont eu un destin individuel qui s'est confondu avec l'œuvre collective de développement après l'indépendance. Car ceux qui l'ont connu ne peuvent pas oublier cette période absolument unique, exaltante, où le désintéressement dans l'exercice de la profession était absolument total. Et c'est ça aussi que nous a inculqué le professeur Beniludi. Je pense que c'est dans beaucoup de secteurs que cet enthousiasme et cet élan patriotique étaient absolument imprégnés, absolument tous les gestes qui étaient banalement appelés des gestes professionnels. Cette certitude que nous avions de contribuer, après l'indépendance, après les meurtrissures de la guerre, à l'œuvre de développement collectif d'un pays dont nous étions si fiers, je pense que c'est ça aussi qu'incarner absolument dans sa rigueur, dans son honnêteté, dans ses exigences extrêmes, notre maître, le professeur Beniludi. Et je pense que ce qui caractérise ces élèves, et peut-être les premiers d'entre eux, dont malheureusement beaucoup sont ou disparus ou à l'étranger, ce qui caractérisait, c'était cette fierté d'être dans son école, dans son sillage, dans son environnement. Alors vous me disiez de dire des choses un petit peu plus
sur sa carrière. Je pense que ce qu'il a eu aussi comme impact important sur nous, comme influence, c'est qu'il nous élevait toujours à être non seulement, comme c'est normal quand on a embrassé la carrière hospitalo-universitaire, des médecins attentifs et des enseignants de qualité, mais il nous a appris pour garder le niveau d'un médecin et d'un enseignant de qualité, à être dans la recherche continuelle, l'actualisation de nos connaissances. Et on avait l'impression, et c'est pour ça que vous avez dit qu'il y avait de notre part un certain respect, pour certains même mêlés de crainte, la peur de le décevoir. Nous avions toujours cette exigence en nous de répondre à ces attentes, en ayant bien sûr la conviction qu'il était tout le temps déçu par ce que nous pouvions donner. Il s'est retiré avec beaucoup de pudeur, de grandeur, mais je ne vais pas donner, je crois que tout le monde sait qu'il a introduit la supplémentation iodée et que ça a bouleversé complètement le spectre des maladies thyroïdiennes. Je suis peut-être les plus anciens dans cette salle. J'ai en mémoire ces pathologies horribles, ces cancers anaplasiques, ce crétinisme endémique qui a alimenté ma propre thèse de doctorat. Et même les images qui ont été projetées ce matin, la majorité d'entre elles ne sont plus, et fort heureusement, vues et d'actualité aujourd'hui. Tout, je l'ai dit en aparté au professeur Mesquine, j'ai l'impression que ces pathologies thyroïdiennes, elles se sont bémolisées. Quand on dit en musique, elles sont non seulement des bémols diminués, mais en sourdine. Donc, est-ce qu'on peut, le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre, je crois, en matière de pathologie thyroïdienne, c'est d'avoir compris à quel point c'était des pathologies, des problèmes de santé publique, des problèmes qui pouvaient être éradiqués, réversibles, grâce à des gestes prophylactiques, et que il faut quand même réaliser que dès 67, dès 69, avant les années 70, il y avait ce décret ministériel qui imposait la supplémentation iodée, geste prophylactique, qui va complètement modifier le visage, le spectre de ces maladies thyroïdiennes qu'aujourd'hui vous observez et qui sont tellement différentes et qui ont qui sont la preuve que dans notre pays, grâce à cette politique au début de l'indépendance, tellement généreuse, tellement tournée vers l'éradication des problèmes de santé publique, comme un peu la protection maternelle et infantile, et ça rappelle aussi la mémoire de certains de nos maîtres, comme professeur Cholet dans la lutte anti-tuberculeuse, ces grands enseignants du départ, et ces grands médecins du départ, ces grands maîtres d'après l'indépendance, qui ont compris que d'abord, il fallait s'atteler aux problèmes qui ravageaient notre population, aux problèmes massifs de santé publique. Il est sûrement présent avec nous. C'est très important que tout à l'heure, j'espère, nous nous retrouvions dans le berceau familial. Merci de nous avoir accueillis pour nous permettre de rendre hommage à ce maître exceptionnel dont il faudrait garder la mémoire, qu'il ne faudrait pas oublier. Et je pense que ce ne devrait pas être le premier hommage, mais un début d'une tradition qu'il mérite tellement. Merci. Merci, professeur. Je vous appelle, si vous permettez. Vous restez. Avant de dire un mot de la famille Benvenuto, merci, professeur, pour cet hommage émouvant pour votre maître, votre patron. En vous regardant,
Madame, en vous regardant, vous avez oublié de dire de la feuille, mais vous avez sorti de votre cœur quelques mots qui sont très, 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 très grands. Et c'est ça la grandeur d'un patron. Parce que j'ai jamais